Donc, c'est l'auberge espagnole. Et vous avez Et ce qui est étonnant, l'armée, c'est que même la terminologie ou le terme kabyle, actuellement, il est pratiquement banni dans le lexique du pouvoir algérien. À l'époque, on utilise le manuel de langue kabyle, la grammaire de langue kabyle, que ce soit Boulifa ou Ben Sdera, alors que maintenant, on en parle d'en bas Mais n'oubliez de lire pas, la langue kabyle. Comment tu mais, expliques ça? mais n'oubliez pas les manuels qui ont été laissés ont été pas. Non, ce n'est pas le pouvoir qui a. C'est la France qui a la Bibliothèque nationale, le feu, l'incendie qui a été déclaré. C'est à ce moment-là parce que tous les manuels ont été enregistrés au niveau de la Bibliothèque nationale. La première, juste après l'indépendance, il y avait la Bibliothèque d'Alger qui a été incendiée. Vous vous rappelez? Oui, oui, oui. Mais à ce moment-là, donc les manuels, tout le travail qui a été fait justement est parti, justement. Est-ce que c'est une occasion pour d'autres, pour d'autres, certainement, ça fait l'affaire de peut-être de Ould Hamoud, comment il s'appelle le ministre de l'Intérieur qui a dit les notes noires, comme Jean Roselski, Boualem Ben Hamoud, qui faisait l'affaire de Boualem Ben Hamoud, qui faisait l'affaire d'Ahmed Talib Brahimi, parce que ce sont eux qui ont empêché Taous Amrouche de se produire en 1968. Ce sont eux, c'est leur initiative. Hein. L'initiative. Ouais. Elle faisait l'affaire, certainement, c'était un incendie qui faisait l'affaire, mais c'était au niveau de la Bibliothèque nationale que tout a été. Donc, c'est là le trésor de la pédagogie, de la langue kabyle, parce qu'on ne pouvait pas enseigner la langue kabyle, c'est-à-dire elle a ce qu'on appelle, elle a résisté. Ouais. Et grâce à la montagne et grâce à la mer. Il y a la mer et la montagne. The mother and the mountain. OK. Wow. La mer et la montagne. La mer, voilà, le testament maternel a joué. Donc, les gens, c'est honteux de ne pas parler kabyle. Donc, c'est une fierté, c'est une résistance. C'est une résistance. Et la montagne aussi, elle dissuadait. Donc, à peu près, elle était prête, beaucoup plus prête, parce que aussi, l'Est, il est perméable, parce que le territoire, un peu, il est petit, il n'y a pas de... Il est perméable. Et la langue, on enseignait l'arabe, ce qu'on appelle derja, l'arabe, on l'appelle l'arabe vulgaire, on essaie l'arabe vulgaire. Voilà. Même le vernaculaire. Mais non, on le présentait comme l'arabe vulgaire. On n'utilise pas ça. Wow. Le kabyle et le français. Même l'ambassadeur de Suède, oui. Il a fait un livre sur le derja, il a fait un livre, à peu près, un livre qui a été, je pense, même l'ambassadeur des États-Unis, Chatler, en a parlé. Et l'ambassadeur de Suède s'intéressait à... Et c'est pour cela, dans le manuel de son livre, on a parlé de Sekerji, Khaznaji, Kamerji, à peu près les J. Il a cité ces cas ces professions, à peu près, qui se terminaient par les J. Mais à Bouzaria, on enseignait le kabyle. Les gens apprenaient le kabyle. Beaucoup de Français apprenaient le kabyle. Oui, voilà. Comme on le voit maintenant sur l'image, il y a le certificat de langue kabyle qui se donnait à Bouzaria. Hein? Oui, parce que, et figurez-vous, en 1914, il y avait 14 Algériens c'était la première fois qu'on ouvrait l'université aux Algériens. 1909, l'université d'Alger a été créée. 1914, on a ouvert... Donc, on a permis aux Algériens d'accéder aux études universitaires. Il y a un cousin, donc, c'était juste avant la déclaration de la mobilisation. C'était en juin 1914, parce que la mobilisation pour la Première Guerre mondiale a été décrétée en août 1914. Il y avait... Mais figurez-vous, la langue kabyle, le certificat de maîtrise de la langue kabyle, il n'y a pas de kabyle. Il y a un nom italien et c'est deux français. Pour les études universitaires, hein. Et je n'ai pas vu dans la liste, il y avait 3 retenus pour l'obtention, pour des études universitaires en langue kabyle. La première guerre mondiale a faussé les trucs. Bouzaria a certainement, après 1921, ça a repris. Mais aussi la France ne voulait pas, n'oubliez pas. Ça veut pas la France. La France ne voulait pas. La France était encore un obstacle pour la berbérisation. Parce que ce qu'on appelle, c'est contenir. Et c'est pour cela qu'elle ne voulait pas ce qu'on appelle une nation linguistiquement homogène. Elle ne voulait pas ça. Parce que c'est sa fin. Elle voulait toujours jouer ce qu'on appelle
comme l'arbitre, donc, donc comme le juge. Donc, il y a des tribus qui disent c'est la France qui départageait. C'est pour ça qu'on dit c'est la France qui a renforcé l'arabisation, ou oui, bien sûr. Même l'islamisation avec Jamaïat al-Ulama al-Muslimi. Oui. Elle était tolérante envers eux, ils collaboraient pratiquement. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais la création des bureaux arabes, c'est la France. Ouais. Justement, lors de la colonisation, les premières, donc comment on a changé la toponymie un peu de certaines régions. Ain Sultan, donc c'était justement c'est la collaboration des Turcos, les Turcs, dans l'administration, comme certaines garnisons qui étaient tenues par des Turcs. Que ce soit la garnison de Mostaganem, la garnison d'Oran, la garnison de Constantine, ce qu'on appelle parfois, vous trouvez, l'attaque contre telle tribu, c'était le régiment de tel et le régiment des Turcos. Mais ils ont contribué aussi. La contradiction toujours, parce que c'est la France, comment elle a pu coloniser l'Algérie? Elle ne pouvait pas la coloniser. Même le président américain en 1830 lui ont dit la France est entrée en Algérie. Il a dit how come? Comment ça se fait? C'est-à-dire militairement, elle ne pouvait pas. Mais justement, c'est la zizanie, elle savait qu'il y avait une division. Docteur Chang, on a parlé, même s'il y a un territoire, parce qu'il ne faut pas dire que la France a créé l'Algérie, ça c'est faux. Les Anglais ne disent pas ça, parce que les Anglais sont plus disciplinés. Il y a un fait historique qui doit reposer sur une trame historique. L'Algérie, il y avait un territoire, il y avait le fisc, il y avait tel, même si l'historien de Liverpool disait, quelle que soit l'idée qu'on a à propos des Ottomans, mais l'Algérie était territorialement, il y a une continuité territoriale, fiscale, sécuritaire et administrative. Il disait ça au moment, même le mot Algérie n'a pas été créé en 1839, ça c'est pas vrai, il était créé en 1686 par Frontenac dans ce qu'on appelle le journal des Lumières. Et on parlait de cette ville-là. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient bons, les Ottomans, non. Mais on était les moins mauvais dans cette chaîne, à peu près, de ce qu'on appelle la Khilafa. Mais il y avait un territoire, n'oublie pas, y compris la Kabylie. Il y avait un représentant à Bogny, comme il y avait un représentant à Dilis, comme il y avait un représentant à Bougie, comme il y avait. Certainement, il y avait des contestations tribales comme les Esgened, qui se bagarraient continuellement avec le Dey d'Alger jusqu'en 1826. Certainement, ce qu'on appelle l'Arz al-Barod, la terre du Barod, c'est la terre où des tribus refusent de payer les Turcs. Certes, ça c'est fait. Il y a peut-être aussi ce qu'on appelle le distinct de la Kabylie. Elle est distincte certainement parce qu'elle a évolué autrement. C'est ce qui explique Shaw. Shaw disait la plaine, elle est colonisée, recolonisée. Colonisée, recolonisée. Cette région-là a été légèrement épargnée, évoluant en indépendance. Indépendance, ça ne veut pas dire qu'il y avait des trucs, parce que si on parle comme ça ne veut rien dire, ça. On peut pas faire. Mais quelque chose qui s'est passé en Algérie, s'il y a quelque chose qui s'est passé en Algérie, il y a quelque chose qui s'est passé en Kabylie. Comment ça se fait qu'on est comme ça? Comment se fait qu'on... C'est une histoire très complexe, très complexe. En 1962, on était tous sauf berbères. Et on connaissait toutes les régions d'où est-ce qu'on est venu, sauf les régions on ne connaît pas les régions d'où est-ce qu'on n'est pas venu. On est tout. C'est cette mentalité à peu près qui caractérise à peu près. Mais dans les cadres géographiques de l'époque, parce que moi j'en ai une série de 1600, 1700, 1800, toute l'Afrique du Nord, on l'appelait Barbaria. Il n'y avait pas la notion d'Algérie, Maroc, Tunisie. Là, c'est Barbaria en général. Et puis, il y a même une carte où il a noté la Kabylie indépendante. Je ne sais pas si tu l'as vu. Là, non. Ça, a été rajouté, non. Mais la Kabylie, non. Ça a été rajouté, non. Parce qu'il faut 1732, le Dr. Shaw, dans sa carte Kingdom of Algeria, of Algiers, le royaume d'Alger, l'Ouest province, la province du Ouest, il plaçait Mazir. Il plaçait le Mazir où? À Takhmar, près de Tiaret, le cœur des... Mais la confédération des Awraq, ils étaient à Relizane. Il s'est passé des choses tellement accélérées, certainement.
Il y avait certainement quelque chose à se dire. Mais il n'y avait pas cette. Il y avait les Américains appelés Algérie, appelés aussi le pays Barbarian State, ou Central Barbarian State. Ou la Même les Anglais en 1600, j'ai une carte anglaise, oui, en oui. 1600, Barbaria. Ça s'appelle Oui, Barbaria. parce que la reine Elisabeth I a envoyé son premier ambassadeur, son premier consul au monde à Alger, qui s'appelle Tripton, vous pouvez le voir. Mais il s'était cité l'État berbère, l'État berbère, Barbarian State, or Barbary State. C'était comme ça. Et les documents danois berbères, les documents irlandais lors de l'attaque de Mourad Reis, berbères, d'accord. Berbères ou algériens, les habitants d'Alger, algériens, ils disent Algérien became the Lord of Baltimore. Baltimore, c'est une ville en Irlande. C'est Mourad Reis. Les documents norvégiens, non, il n'y avait pas de Norvège, il y avait la Suède. Il n'y avait pas de Norvège, ça a été créé en 1911. C'était la Suède qui administrait. Danois, Hambourg aussi. Hambourg aussi, c'était le qualificatif. Il n'y avait pas de qualificatif d'arabe à peu près. Arabe est apparu, Maghreb al-Arabi à peu près, parce que tout simplement, justement, c'était ce qu'on appelle l'utilité politique avec la complicité de ces leaders algériens. Je sais, on ne peut pas les juger aussi maintenant, parce qu'on risque de devenir des juges pour des générations qu'on n'a pas connues. C'était des négativités de l'histoire, quelque chose qui n'est pas bien, qui s'est passé peut-être, mais on ne peut pas aussi se permettre de juger X ou Y, parce que aussi, on va devenir quoi? Donc, ça s'est passé des choses dans ce pays. La première erreur, le fait d'être colonisé par la France, parce que c'était impossible. C'était du domaine de l'impossible. Parce que c'est les Turcs qui ont permis la colonisation. C'est les Turcs. C'est la division. Ouais. C'est la division. Ouais. C'est la division. Déjà la bataille de Staweli, c'est la honte. Sidi Fraj, qui a résisté à Sidi Fraj? Parce que tout simplement, il y avait le problème de la Kabylie qui s'entendait mal avec le dé d'Alger. Il y avait les gens de Médéa qui n'ont pas été payés, je ne sais pas. Les gens de Constantine, c'était trop tard à peu près pour arriver. Et le dé était fou. On leur a dit que les Français il a dit non, ils vont tomber en pleine mer. Donc, ils vont couler en pleine mer. Il y avait tout ça qui a fait en sorte à ce que la bataille de Staweli, c'était une honte. C'était une honte parce que les gens étaient divisés, tout simplement. Pourquoi on a réussi à libérer Oran? Parce que les FAB sont mobilisés aussi. Il y avait une mobilisation générale. Là, on contribue des Kabyles de FAB. Vous pouvez vérifier. 1791. Mais il y avait une division. Il y avait une division qui a permis à la France de coloniser. Et elle savait ça. Et c'est pour cela là où elle passait, elle créait ce qu'on appelle les tribus alliées. Les tribus alliées. Donc, la colonisation, les attaques. Parfois, on parle de zouèves, c'est-à-dire injustement pour incriminer. Béjaïa, la colonisation de Béjaïa, l'attaque contre Béjaïa, c'était un régiment de zouèves. Béjaïa, où il y avait une tentative de libérer Béjaïa, Bougie, donc il y avait une tentative prescrite ici. Mais justement, il y avait une tribu alliée. Partout, il y avait des tribus alliées. À Annaba, on a résisté. On leur a infligé une défaite parce que c'était la deuxième ville à occuper après Alger. Ils sont venus une année après parce que tout simplement, le bey de Tunis a contacté deux tribus en envoyant son comptable, un Maltais qui s'appelle Gaillot, demander à des tribus de s'allier à la France parce qu'ils vont bénéficier des plaines. Le cas de Guelma aussi. Le cas de Guelma, des tribus sont alliées avec la France parce qu'on leur a promis, après avoir chassé Ahmed Bey de Constantine, on va leur donner les terres du Bey. Donc, les gens c'était facile de diviser, mais la France n'avait pas la puissance n'avait pas la puissance lorsque l'intendant américain, en 1785, parlait dans une lettre envoyée à John Jay, donc à Washington, non, pas à Jean Jay, pas à Adams, qui est devenu le deuxième président, en leur disant, ces Algériens, les commandants m'ont assuré que cette régence peut mobiliser 250 000 hommes. Et maintenant, ils ont fait la paix avec l'Espagne. Ils vont
utiliser toute cette force contre nous. Bon, ça ne veut pas dire que c'est bien. Il y avait une phase en Algérie je ne sais pas pourquoi on a appelé les Turcs, je ne sais pas. C'est d'autres personnes. On ne peut pas juger. C'est ça, nous avons un problème, nous, de juger. C'est comme si, j'ai jamais vu ça aux États-Unis. On juge après ce qu'a fait X ou Y. Il y avait une situation en Méditerranée. Il y avait des attaques. L'Espagne est devenue très forte. Très, très forte, à peu près. Il y avait aussi une nation qui se réclamait de l'islam aussi. Parce qu'on a libéré Béjaïa. Qui a libéré Béjaïa des Espagnols? C'est El-Qadi, d'accord, mais avec le de qui? De Salah Raïs, qui est ottoman. Mais au nom de qui? C'était les musulmans contre les catholiques. À un moment donné, c'était religieux aussi. Les Européens utilisaient cela. On doit avoir une lecture objective. Les faits historiques doivent être indépendants, traités indépendamment de toute, loin de l'orbite politique, loin de... En d'autres termes, on ne doit pas lire l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui ou le contexte d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Déjà, André Mondus disait ça à propos de Saint-Augustin. André Mondus disait, lorsqu'on dit que Saint-Augustin était avec le pouvoir séculier, il était contre les donatistes qui étaient révolutionnaires et qui étaient... Il leur a dit, André Mondus, qui était quand même un grand universitaire, il a enseigné à Alger, il leur a dit, vous n'étiez pas présents. Pas plus simple que ça. On ne peut pas aussi... Je juge Saint-Augustin. Même Tahar Jawed, il était objectif. Il a donné des tests. Donc, voilà les journalistes. C'est parti, cette compétence, elle est partie. Il est mort, il est parti. Tahar Jawed, en parlant de Saint-Augustin, il a donné 2 variantes. Voilà un journaliste professionnel. Est-ce que c'est un traître? Ça veut dire qu'il était avec Rome contre les donatistes. Nous, on vient maintenant dire que Saint-Augustin était, je ne sais pas, non, comme Massinissa. Ce que font certains pour Massinissa. Il s'est rallié avec Rome contre Carthage. Est-ce que c'est un traître? Est-ce que c'est comme si Carthage sont nos cousins? Alors Carthage sont passés, je ne sais pas, 600 ans ou 500 ans à faire de je ne sais pas quoi, sans rien faire, rien du tout. S'il y avait pas, où est-ce qu'elle est la civilisation phénicienne en Algérie? Quelles sont les constructions phéniciennes? Justement. Si c'était à la place de Massinissa, j'irais avec Rome. Mais n'oubliez pas, nous étions le seul qui avait un roi. Donc, même Rome traitait avec Massinissa. On parlait, mais on était le seul qui était tous sous la domination de Rome. Qui avait un roi qui traitait à égal, d'égal à égal. Parce que le titre de Massinissa, roi des Numides, avait ce titre-là. Et la Numidie s'étendait d'où jusqu'à où? La Numidie, elle s'étendait de 50 km de Tunis, la proconsulaire romaine, lorsqu'il était vivant, jusqu'à la première partie, jusqu'à Oued el-Kibir, ce qu'on l'appelle Saga, Oued el-Kibir Jijel, et de Oued el-Kibir jusqu'à Oued Milouia, c'était ce qu'on appelle la Mauritanie, qui est devenue la Mauritanie césarienne. Ensuite, la Mauritanie tangitane qui est revenue aux héritiers de Sifax, là où Bocchus qui a Jugurtha et son fils Volux. Mais Massinissa est avec Rome. Oui, avec Rome. Moi, si j'étais à la place de Massinissa, j'irais avec Rome. J'irais avec qui? En comparant Massinissa, qui était en Égypte, qui était en Libye, qui était en Syrie, qui était en Turquie, qui était en Albanie, qui était déjà les titres qu'on donnait aux empereurs romains, Trajan, lorsqu'on disait Trajan, on ne dit jamais qu'il a vaincu les Berbères. Jamais. On dit le germanique, le cassique, le dacique. Il a eu la guerre contre les Perses, contre les Germanos, contre les Dates, les Romains actuels. Mais le titre salué 14 fois empereur, mais jamais de la vie vous trouvez un empereur qui a eu une victoire contre les Berbères. Jamais ce titre. Jamais. Mais je ne sais pas combien de siècles maintenant, et des arrivistes, je ne sais pas, de la 25e heure, par racisme, par sectarisme, à peu près, parce que nous avons choisi Massinissa, eux, ils sont devenus berbères avec Sifax. OK, c'est correct, pourvu que tu sois berbère, tout simplement. C'est correct, on accepte Sifax. Mais justement, c'est un calcul, un petit peu calcul de gens, à peu près, qui veulent à peu près avoir une antithèse, et cette antithèse, elle repose sur le néant, sur le rien du tout. Les Berbères avaient des rois. Ils avaient des rois.
Et Elissa, la Phénicienne, lorsqu'elle s'est bagarrée avec ses frères, regarde l'état d'elle. Elle n'est pas allée en Grèce. Elle n'est pas allée en Égypte, là où il y a je sais pas comment ça s'appelle, les Hyksos. Elle n'est pas allée à Rome. Rome existait. Rome a été créée en 700 ans, 725, 730 avant Jésus-Christ. Elle est venue chez Iopas, le roi Amazir de Birsa, actuellement à Tunis. Elle lui a demandé protection. Regardez, regardez exactement le niveau, regardez exactement et on essaye un petit peu de lire à travers ce fait historique. Elle lui a demandé protection, elle lui a dit bienvenue. Elle lui a demandé protection, même si vous m'attribuez un territoire de la taille de la peau de vache. D'accord? Et on acceptait les étrangers et on leur offrait protection. Ulysse parlait que cette contrée-là avait des fruits merveilleux. L'histoire des soldats d'Ulysse qui ne voulaient pas rentrer parce qu'ils ont rencontré les lotophages, les mangeurs de lotos. C'était le sud de la Tunisie, les Berbères du sud de la Tunisie. Alors que Magellan, en traversant la Philippine, ils l'ont guillotiné 500 ans, il y a 500 ans, juste Magellan. 600 ans, 550 ans avant Jésus-Christ, on appliquait la Convention de Genève. Et l'étranger venait chez nous. Et même tous les gens parlaient de ce pays, de ce beau pays, même le goût du miel différait déjà. En arabe, le Bikri parlait, le goût du miel. C'était un pays, c'était des gens qui n'étaient pas des agresseurs. C'était une société égalitaire où Tacite disait le berger et le prince avaient la même portion du fromage. Donc, ce qui a été raconté de ces Berbères-là était merveilleux par rapport aux autres nations, quand même. Par rapport aux autres nations, on essaye un petit peu parce que c'est bien d'avoir sa culture, c'est bien de la défendre. C'est légitime. Il ne faut pas être un petit peu, il faut pas être le parapporisme par rapport aux autres. C'est pas bien ça. Il faut défendre comme légitime. Il faut respecter les autres. On respecte ceux qui nous respectent. On respecte la culture des autres. Justement, on encourage les autres à protéger leur culture parce que justement, la diversité culturelle fait fonctionner le monde. L'héritage linguistique est porteur de beaucoup de choses, à peu près. On défend une langue, c'est des locutions. Les locutions, c'est le secret de l'humanité. Et c'est pour cela que les gens doivent défendre leur identité, leur langue, leur appartenance, en étant ouverts, en étant respectueux. Ceux qui nous insultent, on les insulte, c'est tout. Ceux qui nous respectent, on les respecte. Nous demandons à personne d'épouser quelque chose dont il n'est pas convaincu. C'est tout. Exactement. C'est les mêmes choses qu'on essaie de promouvoir nous-mêmes, c'est de donc, pardon, c'est ça le volet de l'indépendance pour nous, pour expliquer exactement la marmelade dans laquelle là on était, parce que justement en 62, en 62, il y avait mon père, on lui a interdit de passer la 6e en 1943, et les Américains sont venus à Sédrata occuper la ville, on lui a interdit. Vous dites aux gens, là, c'est ça. La Kabylie, c'est grâce à certaines personnes qu'il faut leur tirer chapeau, bien sûr. Bien sûr. Des gens comme Benay, c'est des gens de niveau. Exactement. Et il y avait le frère aussi, même si un petit peu par rapport, il y avait le frère de Yahya aussi. Rachid Ali Yahya, oui. Je pense, oui. Mais les meilleurs pour moi, c'était Saad Khajr. Saad Khajr, il a parlé de ça. C'était un très bon document. Et je pense que c'était les meilleurs éléments de la révolution pour moi. Et gratuitement, le conservatisme, je vous dis bien, c'est le conservatisme qui a tué Benay. Parce que Benay était moderniste quand même. C'était un gars formidable, Benay. Même les gens qui l'ont connu, c'était un gars... Et c'était un pionnier de l'indépendantisme. Bien sûr. Mais non, c'est un gars, c'était pour l'indépendance. C'était des révolutionnaires quand même. Justement, en essayant un petit peu d'accorder les violons d'une façon... Mais la révolution, on a décidé autrement. La révolution aussi, globalement, voulait un support oriental. On ne peut pas juger ça aussi, parce que la lettre de Karim Belkacem
la lettre de Karim El-Qassem à Karim El-Qassem de l'Irak après, lorsqu'il a libéré lorsqu'il a fait le coup d'État contre le roi Faisal d'Irak, il nous a envoyé un matériel militaire américain et Karim El-Qassem à Oued Melleg, Wanza, il était très content, il a dit, il lui a envoyé une lettre à peu près. Même la lettre est écrite en arabe à peu près. C'est comme si on faisait partie de la même nation. Mais c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Nous n'avions pas d'amis. Même le Canada a donné, il ne faut pas oublier, même le Canada a donné 16 millions de dollars à la France. N'oublie pas, il faut oublier ça. Alors que la CIA a donné de l'argent pour les étudiants algériens en France. Voilà, les contradictions. Le Canada a aidé la France, n'oublie pas. Bon, ça ne veut pas dire que c'est correct, c'était quelque chose qui s'est passé. Et la CIA a aidé des étudiants algériens, Et même Eisenhower aussi était pour l'indépendance, même s'il y avait un lobby qui le poussait. Je pense qu'Ahmed en a parlé, parce qu'Ahmed connaissait cette phase. Il était avec Yazid à New York. Même il y avait un lobby pro-français aux États-Unis qui ne voulait pas que les États-Unis se mêlent, alors que ce qui a aussi ramené à ce que Kennedy épouse la cause algérienne. Et jusqu'à maintenant, la fille de Kennedy qui était ambassadrice au Japon, elle a du respect à notre pays. Notre pays doit retrouver premièrement son identité, sa langue, doucement. Donc, le début de l'émission, on a voulu axer sur l'indépendance, 60 ans après l'indépendance de l'Algérie. Où est-ce qu'on est? On a fait le tour, on est parti vers l'histoire. On n'a pas le choix parce que le démarrage était bâti sur un mensonge historique, donc l'Arbez Mouemia, et nous a fait revisiter plusieurs stations historiques qui va situer un peu où est-ce que les mensonges ont été faits. Malheureusement, après 62 jusqu'à maintenant, on continue à persister dans le mensonge et en ne reconnaissant pas la diversité linguistique et confessionnelle dans le pays. Autrement, c'est ma dernière question, Larvé. Que serait, selon vous, que serait l'Algérie s'il n'y a pas eu le mauvais démarrage de 62, basé sur le mensonge? Que serait l'Algérie? Je n'ai aucune idée. Justement, la révolution, toute révolution, elle débouchait sur quoi la révolution aussi? Une révolution, tout le monde fait. Il n'y avait pas de chef aussi dans la révolution. Notre problème, on n'avait pas un chef. Ça, c'est une erreur de dire que collégial. Ça ne veut rien dire, ça, le collégial. L'indépendance marocaine a été gagnée. Mohamed Khams était roi. La Tunisie est devenue indépendante à Vaubourg. Il y avait un repère pour des sociétés comme la nôtre. Une société comme la nôtre, on n'avait pas de chef. On n'avait pas de chef aussi. Parce que même à l'indépendance, était le socialisme. Le PRS, opposition, PRS, FFS, SSS, tout le monde est socialiste. Parce que justement, le dog, on ne peut pas échapper parce qu'il y a la donnée populaire. Au point où Karim El-Qassem a dit à Roth Roger, qui est membre du provisoire de Rocher-Noir, l'administration provisoire, je veux que les Français restent. Justement, parce que tout simplement aussi, elle était délicate, la révolution, d'accord, on a eu, mais ce qui est dangereux pour nous, parce qu'il n'y a pas d'entreprise. S'il y avait d'entreprises qui fonctionnaient sur la compétence, s'il y avait une production et inventivité, c'est très facile de régler les problèmes identitaires et linguistiques. Maintenant, nous faisons face à un archaïsme aussi qui charrie en son sein aussi les éléments antagonistes déjà, qui font des éléments antagonistes qui pèsent, qui faussent plan et prévision. L'Algérie, elle est quoi maintenant? Sur le plan déjà économique, elle est désastreuse. On vit du pétrole, c'est la rente. On vit de la doula qui donne chaque fois, c'est la doula, c'est je ne sais pas quoi, c'est le populisme. Et il y a des prisonniers à cause de leur idée, des prisonniers politiques. Qui l'eût cru? Des prisonniers politiques en Algérie, nous sommes à 300 de la Kabylie, des prisonniers politiques à cause de son avis, de son idée. C'est ça. C'est grave ce qui se passe en Algérie. Donc, nous sommes dans un régime, nous faisons face à une mafiocratie. Une mafiocratie, pour rester, elle utilise tous les moyens. Elle utilise l'argent, elle cambriole la trésorerie, elle cambriole la banque pour résister. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe, mais l'une n'empêche qu'il y a des positivités
nous ne sommes pas dans une situation en matière identitaire et linguistique comme nous étions. Ce qui fait la masse des gens qui épousent l'authenticité algérienne avec l'authenticité algérienne, je veux dire ce qu'on appelle sa originalité amazigh, sa originalité massinicienne. Elle est plus aguerrie, elle est plus outillée. Nous manipulons mieux, nous parlons mieux, nous argumentons mieux. Donc maintenant, Azzoul avance. OK. La langue berbère avance, il ne faut pas oublier. Même quel que soit, mais elle avance. Même s'il y a des manœuvres du pouvoir, mais elle avance. À un moment donné, c'était. Maintenant, il y a les gens se cherchent, les gens aussi se cherchent parce que les gens veulent aussi s'affirmer aussi. Et ce qu'on appelle la conscience identitaire qui fait des chemins, qui fait des pas malgré tous les problèmes qu'on vit. Voilà. Comme le mensonge ne dure pas longtemps, certainement un jour ou l'autre, il va s'évaporer. Certainement. Comment verra l'Arabie Ouamia l'Algérie de demain? C'est-à-dire plus tard, avec la donne de la Kabylie, de l'indépendance de la Kabylie qui s'est posée depuis 2 décennies, et la diversité des peuples en Algérie. Comment tu vois l'Algérie de demain optimalement, selon la vision de l'Arabie Ouamia? Comment il verra l'Algérie? Écoutez, l'indépendance de la Kabylie, bon, les gens ont le droit à leurs idées, mais moi, je suis contre cette affaire-là parce que moi, je suis un petit peu américain c'est-à-dire, je penche un petit peu, j'ai un penchant américain dans le Commonwealth de la Virginie. Il n'y a pas un système, la Kabylie, elle est au centre du pays. Elle est au centre. On n'annexe pas une partie au centre, on annexe une partie de l'extrémité. Il y a des situations qui ont fait en sorte qu'il y a un compartimentage social presque. Il y a des niveaux. Il y a une instruction poussée en Kabylie qui a fait en sorte à ce que les gens sont plus ouverts, peut-être plus aptes au militantisme, plus aptes à l'émancipation, certainement, surtout maintenant. Il y a d'autres régions qui sont archaïques, mais ça, c'est un héritage. Moi, j'épouse un système fédéral, c'est-à-dire qui sera le produit d'un succès économique, pas un fédéralisme misérable comme Nigeria. C'est pour cela que l'indépendance américaine, il y avait le débat économique qui a prévalu. Elle a commencé à Boston lorsqu'on a refusé des cargaisons de thé, ce qu'on appelle le Tea Party. Et le fédéralisme a fait en sorte à ce que la Virginie, qui était fondatrice, le triangle colonial, a fait en sorte à ce qu'on a créé ce qu'on appelle une émulation positive entre les régions. Et c'est pour cela que la Kabylie dispose, elle a des atouts, il faut que ces atouts-là soient mis en œuvre à travers ce qu'on appelle reconfiguration de gouvernance, c'est-à-dire beaucoup plus, les gens sont libres de s'occuper de l'agriculture, de tout, pour justement, parce que lorsqu'il y a un État comme la Virginie qui a avancé à un moment donné, a fait en sorte à ce que l'État à côté de la Caroline du Nord, l'État du Kentucky, l'État de la Pennsylvanie, ils sont nés après la Virginie. Et c'est ça ce qu'on appelle le fédéralisme américain. Le fédéralisme allemand aussi. Les régions libres, gouvernées, autogouvernées, pour libérer l'initiative. Parce qu'on peut faire des choses à Tizi Ouzou qu'on ne peut pas faire à Msila. Justement, il faut qu'on fasse des choses à Tizi Ouzou. Et loin, pour qu'on ne reste pas dans ce qu'on appelle l'analyse soviétique, à peu près, beaucoup de yo-yo et pas assez de couscous, comme on dit, il faut qu'on gagne économiquement. Et pour gagner économiquement, il faut libérer les initiatives. Il faut libérer l'initiative dans une autre forme de gouvernance qui tend vers un stade de pré-fédéralisme, vers un fédéralisme efficient. Pas le fédéralisme du Nigeria, comme j'ai dit, ou pas un fédéralisme qui vous permet, de la wilaya qui est juste à côté de vous, puisse couper les mains. Donc, un fédéralisme efficient, il repose sur ce qu'on appelle une réussite économique et financière. C'est ça. Et c'est pour cela que ce système doit partir. Doit partir parce que s'il part, certainement, il y aura beaucoup de possibilités, il y aura tout un congé définitif pour une mauvaise école de gestion, une mauvaise école de rente, de corruption, de clientélisme, d'incompétence. Et à ce moment-là,
peut-être que les interdits seront levés et l'idée, l'initiative trouvera place en Algérie, en Kabylie particulièrement. Maintenant, parce que la Kabylie pour moi, les Kabyles sont 20 millions en Algérie. 25% de la population d'Annaba, elle est d'origine kabyle. Le reflux, c'est-à-dire les gens qui ont immigré. Il y a des gens qui sont kabyles, ne le savent pas. À Guelma, 30% peut-être. À Soukaras, 20% de la Kabylie. 20%. Même Hamdi Bennani est kabyle, qui chante Melouf. Même Hassan Al-Annabi, il est de l'Qsr. À un moment donné, la concentration démographique, il y a beaucoup de concentration démographique. Les gens sont allés vers l'intérieur, surtout c'est-à-dire lors de la période de la colonisation. Il y avait beaucoup de gens, et maintenant, je ne sais pas moi comment déjà elle fait pas l'unanimité cette idée-là. Bon, les gens ont le droit bien sûr de proposer ce qu'ils veulent, d'argumenter, il n'y a aucun problème ça. Mais justement d'argumenter d'argumenter d'une manière logique, à peu près détaillée d'une manière logique, parce que justement quel programme économique pour la Kabylie? Parce que justement, quel programme économique? Il y a beaucoup de partis en Kabylie. Il y a une overdose d'activités politiques aussi. Il y a beaucoup de partis. Justement, ce qui nous revient à cette spécificité algérienne aussi. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de trucs. C'est pour cela que, et ces idées-là peuvent se fédérer, les gens là peuvent fédérer lorsqu'il y a une réussite économique et financière, lorsqu'il y a quelque chose de concret, c'est-à-dire une base concrète, une base matérielle concrète sur laquelle on peut bâtir quelque chose de politique. Mais comme ça je ne sais pas, c'est difficile. Je comprends le sentiment des gens, ils insultent les Kabyles, ils sont contre les Kabyles, les gens à peu près. Mais il y a des Kabyles aussi qui ne sont pas bien, aussi, qui font des dérapages, c'est pas bien ça. Mais la majorité, à un moment donné, a connu un débat serein, un débat de niveau. Parce que justement, c'est bien de défendre son identité. Merci l'Arbi Zouaimia. Voilà. Donc il vient de donner son point de vue, comment il souhaite l'Algérie de demain. C'est dans le cadre d'une fédération, comme le pays dans lequel il vit, les États-Unis d'Amérique. Donc voilà, Tsamourlir l'Arbi Zouaimia. Donc, c'est une bibliothèque d'histoire, l'Arbi Zouaimia. On peut tirer profit beaucoup de ses connaissances. Donc, ce n'est que peut-être un début. Il y aura beaucoup d'autres émissions qui vont venir peut-être plus tard avec lui, surtout si les choses vont évoluer, en espérant dans le sens positif. Donc, je te laisse dire le dernier mot, Larvé. Le dernier mot, on parlera de la fiction. On parlera de la place de la Kabylie pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'était quoi, on disait quoi de la Kabylie? C'était beau de manière un texte qui était extraordinaire. Je ne vais pas vous le dire maintenant, ça, c'est moi qui l'ai découvert. À un moment donné, en 1996, j'étais à la bibliothèque du Congrès et j'ai trouvé un document. Ensuite, ce document-là m'a amené à quelque chose. Il n'y avait pas d'Internet à ce moment-là. Il n'y avait pas de documents sur Internet, beaucoup. Mais un document qui m'a acheminé vers d'autres documents. Et j'ai découvert des choses un petit peu. On parlait de la Kabylie en 1852. C'est dans le sens de Tocqueville à peu près mais le sens inverse, c'est-à-dire c'est le Kabyle qui était libre, qui partait aux États-Unis à la recherche encore de la liberté. Pas Tocqueville qui est allé aux États-Unis s'inspirer Et c'est un très beau texte et c'est un texte qui va nous permettre de connaître exactement la situation dans laquelle se trouvait l'Algérie, cette Algérie-là, lors de la colonisation. Mais on en parlera, Inch'Allah. Je vais donner les références Kamel ici. Les gens peuvent consulter les documents. Mais c'est un grand document. C'est un grand document qui parle. C'est un Américain qui parlait de la Kabylie et des Kabyles.
Ça serait bien si on pourra revenir un jour sur ce Inch'Allah, document en détail. C'est un Kabyle qui est à l'image de Tocqueville. C'est un Kabyle qui est parti aux États-Unis. Voilà. C'est un Kabyle qui est parti aux États-Unis. Il n'est pas parti, lui. C'est une fiction. Donc, elle a imaginé. C'est elle qui a fait le voyage. Mais donc, elle a parlé de la Kabylie, c'est-à-dire pour donner la leçon aux Américains. Pour donner la leçon aux Américains, cette dame-là, à ce moment-là, on permettait pas aux États-Unis en 1852, on ne permettait pas à la femme de voter, aux Noirs de voter et aux fermiers qu'il avait une ferme qui ne dépassait pas $134 de valeur. Ils étaient interdits. En leur disant, voilà en Kabylie, vous avez jugé l'Algérie, le deuil d'Alger, mais il y a une partie là, voilà. Et c'est cette référence-là qui a fait en sorte à ce qu'on appelle la leçon aux Américains d'un Kabyle qui était déçu, qui est venu d'un pays libre, qui était déçu en arrivant aux États-Unis, en trouvant les inégalités et en trouvant à peu près le manque de liberté, alors que les États-Unis à ce moment-là parlaient de liberté. Et ce document-là, on va parler peut-être avec des illustrations. C'est un long texte, c'est des lettres aussi. C'est un très long texte. Ça demande, il y a une partie que j'ai traduite, il me reste une autre partie. Mais non, on va comprendre exactement c'est quoi le topo, c'est quoi la situation qui prévalait à ce moment-là. Et c'est très important de lire pour échapper un petit peu, pour échapper un petit peu à ces lampes de renseignement qui veulent façonner des faits historiques en fonction d'une idéologie qui caractérise certains historiens français. C'est pour cela que j'ai cette préférence anglo-saxonne de droiture et de neutralité dans le récit historique. Et Hessé, l'historien de Liverpool, a dit, je vous dis, a dit, quel que soit l'idée qu'on avait des Ottomans, mais ce n'est pas la France qui a créé. Déjà, il plaisantait, ce n'est pas la France qui a créé l'Algérie, c'est un historien anglais. Et c'est cette droiture qui a permis aux Anglais d'avoir le monde, de livrer ce qu'ils avaient à l'Inde et à l'Australie et à l'Afrique du Sud. Et c'est ça, cette souplesse. Je pense que vous la vivez à Ottawa. Et je pense que vous voyez ça, vous voyez la différence à l'Université d'Ottawa. Vous êtes là-bas, voilà. Merci Larbé. Donc c'est sûr, on va revenir encore une fois sur cette fiction que l'Américaine a écrite sur un Kabyle qui a fait le voyage aux États-Unis en 1852. Donc certainement, sans doute, on revient là-dessus et avec beaucoup d'autres sujets aussi. Donc merci beaucoup pour l'invitation, pour avoir accepté notre invitation, Larbé. Merci. Bye. ما الخلوات كنت تدي قيمنا اكيد نستغل انت دي وانت اكيد اسمنا انك ذوم وسناو اكد صلاض الاناليست العربي زويميه يسال مليل الذويلين دي تدونا وندير قيمه ذي ثلوث
had to fly.